Il existe, dans les archives sombres et poussiéreuses de l'Imperium, des événements si catastrophiques qu'on préfère ne pas les évoquer. Des guerres si terribles qu'elles font trembler même les Space Marines aguerris. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de ces périodes oubliées. Une époque où l'humanité a failli disparaître, sous une marée verte, venue des étoiles. Bienvenue dans la guerre de la bête, l'invasion Urk, qui a menacé Terra elle-même au 32e millénaire. Imaginez un Imperium en paix. Oui, vous avez bien entendu. Au milieu du 32e millénaire, l'humanité connaissait ce qu'on appellerait plus tard la période de Renaissance. 1500 années s'étaient écoulées depuis l'hérésie d'Horus. 1500 ans, pendant lesquels les blessures avaient lentement commencé à cicatriser. Les légions traîtresses du chaos étaient confinées dans l'œil de la terreur, léchant leurs plaies et complotant dans l'ombre. Les races Xeno, qui avaient longtemps tourmenté l'humanité, semblaient contenues aux confins de l'espace impérial, tenues en respect par la combinaison des forces de l'Astra Militarum et de la marine impériale. Pour la première fois depuis des millénaires, les mondes de l'humanité respiraient. Cette paix avait un prix. L'Imperium était devenu complaisant. Les chapitres Space Marines, ces guerriers légendaires, qui avaient autrefois combattu côte à côte, dans des légions entières, étaient maintenant dispersés, utilisés par les hauts seigneurs de Terra, dans des guerres frontalières, mineures, et des escarmouches insignifiantes. Ils étaient devenus des reliques vivantes d'une brutalité passée, des symboles d'une époque révolue, dont on n'avait plus vraiment besoin. Sur Terra elle-même, les Imperial Fists montaient la garde, comme ils l'avaient toujours fait depuis que Rogaldon avait fortifié le palais impérial. Mais cette garde était devenue presque cérémoniale. 1000 ans s'étaient écoulés depuis que le chapitre avait quitté les remparts sacrés de Terra pour un véritable conflit. 1000 ans de patrouilles routinières, de cérémonies et d'entraînements sans fin. Les guerriers en armure jaune étaient devenus, aux yeux de certains, de glorieux gardes de sécurité. Puis vint Ardamantois. C'était censé être une mission de routine, une infestation Xenos, sur un monde du segmentum solar, suffisamment proche de Terra pour justifier l'intervention des Imperial Fists, mais assez insignifiante pour ne mobiliser que le strict nécessaire. Les Chromes, une race Xeno mineure, avaient besoin d'être exterminés. Rien que le chapitre n'avait fait des centaines de fois auparavant. Le maître de chapitre Cassius Myrène mena ses guerriers sur Ardamantois, accompagné par le premier capitaine Algérin, le second capitaine Courland et le capitaine Saubert. Toute la puissance d'un chapitre de première fondation descendit sur ce monde maudit, prêt à accomplir son devoir sacré à l'empereur Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque chose d'autre était en route, quelque chose de bien plus terrible que les Chromes. Le ciel d'Ardamantois commença à se déchirer. Des anomalies gravitationnelles se manifestèrent, déchirant l'espace même autour de la planète. La réalité semblait trembler, osciller entre l'existence et le néant. Les Imperial Fists, déployés à la surface aux côtés d'une poignée de régiments de la garde impériale, sentirent la terre trembler sous leurs bottes blindées. Quelque chose d'immense approchait, puis ils la virent. Une lune. Non, pas une lune naturelle. Une lune d'Atacork. Un planétoïde entier, évidé, et transformé en forteresse volante, en arme de destruction massive, capable de voyager plus vite que la lumière, sans même utiliser le warp. Sa surface était couverte de plaques métalliques fusionnées, de structures cyclopéennes qui formaient. Horrifiés, les Imperial Fists le réalisèrent. Un visage orque gigantesque. Les yeux de cette monstruosité brillaient de la lumière magmatique du cœur de la lune. Sa mâchoire s'ouvrit comme une gueule d'enfer, et de son intérieur jaillirent des vaisseaux de guerre orques par milliers. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le son. Un rugissement primordial, bestial, qui traversa le vide, et résonna à la surface même de la planète, faisant vibrer l'air dans les poumons des guerriers impériaux. « Je suis Carnage », tonna la voix depuis les cieux. C'était la voix de la bête. Ce qui suivit fut un massacre. Les orques, qui descendirent sur Ardamantois,
n'étaient pas les créatures désorganisées et brutales que l'Imperium avait l'habitude de combattre. Ces spots vertes étaient immenses, certains atteignant la taille de dreadnoughts, et ils se battaient avec une coordination terrifiante. Leur technologie dépassait même celle de l'Imperium, en certains points. Les armes gravitiques de la lune d'attaque déchirèrent l'espace réel, provoquant des anomalies catastrophiques qui tuèrent autant d'orques que d'impériaux. Les Imperial Fists se battirent comme seuls les fils de Dorn savaient le faire. Chaque position défendue jusqu'au dernier. Chaque recul mesuré et coordonné. Chaque contre-attaque précise et mortelle. Mais cela ne suffisait pas. Ils étaient submergés, écrasés sous le nombre et la puissance brute de l'assaut orc. Quand la bataille prit fin, le chapitre des Imperial Fists n'existait plus. 1000 guerriers, héritiers directs d'un primarque légendaire, anéantis en quelques heures, leurs vaisseaux détruits, leurs forteresses réduites en cendres. La fierté de Terra, les gardiens du palais impérial, avait été effacée de la galaxie, presque, dans les décombres de la flotte impériale, dérivant parmi les cadavres et les épaves. Le tech prêtre Phaéton Laurenti découvrit un survivant, le second capitaine Courland, grièvement blessé, à peine vivant. Mais vivant quand même. Le magos biologie, Eldon Urquidex, le soigna avec toute la science du Mechanicus à sa disposition. Et lentement, douloureusement, Courland revint à la vie. Il était le dernier. Le dernier Imperial Fist. Le dernier fils de Dorn. Seul, face à une galaxie qui était sur le point de brûler. Ce qui s'était produit sur Ardamantois n'était pas un incident isolé. C'était le commencement d'une invasion dont il n'existait aucun précédent historique pour l'Imperium. Partout dans la galaxie, des lunes d'attaque orques apparaissaient, matérialisant leur masse cyclopéenne dans l'espace réel, avec une technologie qui défiait toute compréhension impériale. Ces forteresses volantes utilisaient ce que l'Adeptus Mechanicus identifierait plus tard comme des corridors de sous-espace, un royaume hyperdimensionnel existant entre le Materium et l'Immaterium. Plus sûr que le Warp, mais tout aussi mystérieux, ce mode de voyage n'était pas instantané, mais permettait aux orques de frapper n'importe où, n'importe quand, sans avertissement. L'arrivée d'une lune d'attaque était précédée de phénomènes gravitationnels étranges. Les planètes ciblées subissaient des stress gravitationnels et des forces de marée de plus en plus intenses. Les climats changeaient brutalement. Des tremblements de terre dévastaient les continents. Les océans se soulevaient en rases de marées apocalyptiques. Puis, scintillant entre l'existence et le néant, la lune d'attaque se matérialisait, dominant le ciel, comme un présage de mort. Les lunes d'attaque n'étaient pas simplement d'immenses vaisseaux de transport. C'étaient des armes. Leur armement principal était le fouet gravitique, une arme d'une puissance dévastatrice qui prenait la forme d'un tentacule d'énergie verte, frappant ses cibles. Ce fouet pouvait déchirer instantanément un croiseur, ou l'envelopper lentement pour le broyer, tandis que le cisaillement gravitationnel s'intensifiait. Un seul fouet gravitique pouvait repousser des flottes entières. Chaque coup de fouet déchirait des croiseurs avec une facilité déconcertante, anéantissait des escadrons entiers de chasseurs, et causait des destructions indicibles aux plus grands vaisseaux de guerre. La seule faiblesse de cette arme était qu'elle nécessitait une quantité massive d'énergie pour fonctionner, et devait se recharger entre les attaques, donnant aux flottes de la Navy Imperialis juste assez de temps pour s'approcher et engager directement la Lune. Mais même au corps à corps spatial, les lunes d'attaque étaient pratiquement invincibles. Leurs coques étaient couvertes d'un vaste réseau de ferrailles fusionnées et de plaques métalliques interconnectées, suffisamment épaisses pour que les attaques cinétiques ou les armes à énergie dirigée soient complètement inefficaces contre leur surface. Il fallait pénétrer à l'intérieur de ces monstruosités pour espérer les détruire, et les orques en avaient construit plusieurs. L'Adeptus Mechanicus ne put jamais établir un nombre exact, mais les rapports affluaient de tous les coins de l'Imperium. Partout où les lunes apparaissaient, la vie s'éteignait. Les étoiles de Cinta, avec leur monde bondé, furent réduites en cendres. Les colonies spatiales de Constantin Thule disparurent en une nuit. La nébuleuse du Crâne, les marches de Gastorni, des planètes situées le long du flux de Carcasion,
le détroit de Quatra, les forteresses impériales du couloir de Neotavius, même les mondes en quarantaine de la zone interdite, furent sacrifiés pour satisfaire la soif de destruction inextinguible de la bête. Des milliards d'êtres humains périrent. Des mondes entiers furent pulvérisés, leurs populations anéanties. Les survivants imploraient qu'on leur porte secours, mais aucun secours ne venait. Les forces de l'Astra Militarum et des défenses planétaires positionnées sur le chemin de la bête firent ce qu'elles purent, mais furent rapidement balayées. Terra elle-même restait étrangement silencieuse. Les hauts seigneurs de Terra, paralysés par l'ampleur de la menace, s'enlisaient dans des disputes intestines, au lieu de coordonner une réponse effective. Chacun protégeait son propre domaine de pouvoir, refusant de comprendre que si l'Imperium tombait, leurs petits empires bureaucratiques tomberaient avec lui. Les chapitres Space Marines luttaient individuellement, perdant bataille après bataille. Les Ultramarines virent deux de leurs mondes envahis et durent faire appel à des renforts de chapitres successeurs. Partout, des chapitres entiers étaient anéantis, leurs noms ajoutés à la longue liste des martyrs tombés. Face à cette marée verte, impossible à arrêter. Ce qui terrifiait le plus les quelques stratèges impériaux encore lucides, c'était la sophistication de l'ennemi. Ces orques n'étaient pas les barbares désorganisés que l'Imperium méprisait. Ils parlaient parfaitement le gothique impérial. Ils construisaient des villes, des infrastructures, des centres urbains organisés. Leur technologie non seulement égalait celle de l'Imperium, mais dans certains domaines la surpassait largement. Et à la tête de tout cela, se trouvait la bête, un seigneur de guerre orque d'une intelligence et d'une puissance sans précédent, qui avait réussi ce qu'aucun orque n'avait jamais accompli. Unifier sa race, non pas pour une vague temporaire, mais pour un empire durable, organisé, capable de rivaliser avec l'Imperium lui-même. La bête se souvenait. Elle se souvenait d'Ulanor, le monde où Horus avait écrasé le précédent empire orque-lore, de la Grande Croisade. Elle se souvenait de l'humiliation, et elle était venue pour sa vengeance. Elle ne voulait pas simplement détruire l'Imperium. Elle voulait le remplacer. Elle voulait que les orques règnent sur la galaxie, et personne ne semblait capable de l'arrêter. Puis, sur le monde assiégé de Caldera, une rumeur commença à circuler. Un guerrier solitaire combattait les orques sans relâche, abattant des hordes entières à lui seul. Un géant invincible, dont la puissance était telle que les orques avaient détourné leur armée pour le traquer dans des zones éloignées, loin des centres urbains. Les citoyens impériaux qui luttaient pour défendre leur monde parlaient de ce champion avec une révérence proche de l'adoration religieuse. Qui était ce guerrier mystérieux? Et pouvait-il être la clé du salut de l'Imperium? Courland se tenait dans le silence de sa cellule de récupération, contemplant l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Ses frères, son chapitre, son héritage, tout ce qui définissait un Imperial Fist avait été effacé en quelques heures de combat brutal sur Ardamantois. Il était le dernier, seul porteur d'un nom qui avait résonné dans la galaxie pendant 10 000 ans. NB. Mais Rogal Dorn, dans sa sagesse, avait prévu cette éventualité. Avant la seconde fondation, avant que ses fils ne soient dispersés en chapitres séparés, le primarque des Imperial Fists avait établi un protocole secret, un signal d'alarme qui ne devait être activé que dans les circonstances les plus désespérées, quand Terra elle-même serait menacée. Un appel qui commanderait à tous les chapitres successeurs des Imperial Fists de se rassembler, de mettre de côté leurs différences et leurs traditions divergentes, et de se réunir en une seule force. Le protocole du dernier mur. Courland, refusant de retourner immédiatement sur Terra, prit la décision qui changerait le cours de la guerre. Accompagné du tech-prêtre Laurentis, il voyagea vers le système Fall, le lieu de la fameuse bataille de l'hérésie d'Horus, où les Imperial Fists avaient affronté les Iron Warriors. C'était là que les chapitres successeurs devaient se réunir. Ils vinrent. Les Black Templars, les Crimson Fists, les Fists exemplaires, les Excoriators. Plus de 3000 Astartés et 50 vaisseaux se rassemblèrent, répondant à l'appel ancien de leur géniteur.
Le High Marshal Bohémond des Black Templars, le plus ancien maître de chapitre parmi les fils de Dorne, accueillit le conseil à bord de sa barge de bataille, l'Abhorrence. Ce qui suivit fut un moment d'horreur silencieuse. Courland révéla la vérité qu'il était le dernier Imperial Fist vivant, le chapitre qui avait conquis les cités de la mer de cristal sur Terra, qui avait défendu le palais impérial contre les hordes du maître de guerre lui-même, qui avait été la pierre angulaire de la défense impériale pendant 10 millénaires, n'existait plus. La nouvelle fut presque trop lourde à supporter. Comment était-ce possible? Comment un chapitre de première fondation, avec toutes ses ressources, son expérience, sa fierté légendaire, pouvait-il simplement disparaître? Mais l'heure n'était pas aux lamentations. Terra était menacée, et les fils de Dorne avaient un devoir sacré à accomplir. Mettant de côté leurs différences, le dernier mur se forma. Les chapitres successeurs se subordonnèrent à Courland, acceptant de combattre ensemble, comme ils ne l'avaient pas fait depuis la seconde fondation. Ce fut Maximus Thane, maître de chapitre des Fists exemplaires, qui devint le principal conseiller de Courland, aux côtés du High Marshal Bohémond. Thane était un guerrier pragmatique, un stratège brillant, qui avait mené son chapitre contre les orques sur leur monde natal d'Eidolika, avant de recevoir l'appel du dernier mur. Il comprenait la menace que représentait la bête mieux que quiconque. Ensemble, les 3000 Astartes du dernier mur se dirigèrent vers Terra, prêts à défendre le trône d'or contre l'ennemi qui osait le menacer. Leur arrivée ne pouvait pas être plus opportune. Une lune d'attaque, orque, dominait le ciel de Terra elle-même. La présence maléfique de cette monstruosité suspendue au-dessus du palais impérial semait la terreur parmi la population. Dans les rues, les citoyens terrifiés se révoltaient, pris de panique collective. Face à cette menace sans précédent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une croisade prolétaire massive s'organisa spontanément. Des milliards de citoyens impériaux, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, embarquèrent sur des milliers de vaisseaux de toute taille. Du plus grand transport militaire au plus petit cargo civil, une armada hétéroclite se forma, animée par la foi pure et la détermination désespérée. Ils prirent l'offensive contre la lune d'attaque. C'était de la folie pure, mais c'était aussi la manifestation la plus pure de la foi impériale. Des milliards de vies offertes volontairement pour défendre le trône sacré de l'empereur Dieu. Miraculeusement, il semblait réussir. La force d'invasion parvint à atterrir sur la surface de la lune d'attaque. Les citoyens impériaux pénétrèrent dans les corridors infernaux de la forteresse orque, combattant avec une férocité née du désespoir. Mais c'était un piège. Les orques attendaient le moment propice pour déclencher leur embuscade. Ce fut le dernier mur qui sauva Terra. Les 3000 Astartes lancèrent un assaut coordonné contre la lune d'attaque, menant une campagne brutale à travers ses entrailles labyrinthiques. Après des heures de combats féroces, ils réussirent à détruire le portail de téléportation WAG au cœur de la lune, privant les orques de leur renfort. La victoire avait un coût terrible. Le maître de chapitre Malfond des Iron Knights sacrifia sa vie pour sauver Courland d'un boss de guerre orque de la taille d'un dreadnought. Des centaines d'Astartes tombèrent dans la bataille, leur sang mêlé à celui des milliards de citoyens qui avaient donné leur vie. Mais la lune d'attaque fut neutralisée. Terra était sauvée. Pour l'instant, Courland et les survivants du dernier mur furent accueillis en héros. Mais la célébration fut de courte durée. Le Lord commandant de l'Imperium Houdin Mart Udo, un politicien incompétent et vaniteux, s'attribua tout le crédit de la victoire, utilisant les Space Marines comme accessoires dans sa propagande, tout en minimisant leurs sacrifices. Pire encore, les hauts seigneurs de Terra continuaient à se quereller, incapables de s'unir face à la menace existentielle qui pesait sur l'Imperium. Chaque faction protégeait jalousement son pouvoir, refusant de coopérer avec les autres. L'inquisitrice Winnan et le grand maître des assassins Drakan Vangorich tentaient de freiner les excès des autres hauts seigneurs, mais même leur alliance n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de corruption et d'incompétence qui paralysait le gouvernement impérial. Courland, dégoûté par l'inaction et la stupidité des hauts seigneurs, finit par perdre patience.
Avec le soutien de Vangorich et de ses frères du dernier mur, il mena un coup d'état politique, renversant Udin Mart Udo, et prenant lui-même le titre de Lord Commandant de l'Imperium. Pour la première fois depuis l'hérésie d'Horus, un Space Marine dirigeait directement le gouvernement impérial. Ce fut sous le commandement de Courland que l'Imperium commença enfin à coordonner une réponse efficace à la menace orque. Mais le temps pressait. Chaque jour qui passait voyait de nouveaux mondes tomber sous les assauts de la bête. L'Imperium saignait de 1000 blessures, et personne ne savait combien de temps il pourrait tenir. Il fallait frapper à la tête. Il fallait trouver le monde d'origine de la bête et y porter la guerre. Mais où était ce monde? Et même s'il le trouvait, comment l'Imperium, affaibli et divisé, pourrait-il espérer vaincre un ennemi qui avait déjà anéanti tant de ses forces? La réponse viendrait d'une source inattendue, et d'un guerrier qui n'aurait jamais dû exister encore. L'inquisitrice Veritus apporta la nouvelle à Courland avec une révérence proche de la terreur sacrée. Sur le monde de Caldera, le guerrier mystérieux qui combattait les orques n'était autre qu'un primarque. Vulcan, le seigneur des salamandères, vivait encore, 1500 ans après l'hérésie d'Horus. Pour comprendre ce miracle, il faut connaître le secret de Vulcan. Comme son père l'empereur, le primarque des salamandères était un perpétuel. Un être capable de régénération cellulaire continue, effectivement, immortel. Peu importait combien de fois il mourait, peu importaient les blessures infligées à son corps, Vulcan revenait toujours. Son frère traître Conrad Kurz l'avait découvert à ses dépens, torturant et tuant Vulcan des dizaines de fois sans jamais réussir à l'éliminer définitivement. Courland prit immédiatement la décision de se rendre sur Caldera avec une force expéditionnaire. Si un primarque vivait encore, alors peut-être qu'il y avait de l'espoir. Peut-être que l'Imperium pouvait encore gagner cette guerre impossible. Caldera était un enfer. Une lune d'attaque, en construction, orbitait autour de la planète, utilisant des fouets gravitiques pour arracher des morceaux entiers de la surface et les envoyer dans l'espace, où ils étaient d'une manière ou d'une autre intégrés à la structure croissante de la Lune. En bas, sur la surface ravagée, les orques menaient un assaut implacable contre les défenses impériales qui s'effondraient. Et au centre de ce chaos, un seul guerrier tenait tête à des hordes entières. Vulcan se battait comme un demi-dieu déchu, son armure noircie de suie et de sang, son marteau Doomtremor fracassant les orques par dizaines. Il était magnifique et terrible à la fois, une force de la nature incarnée dans la forme d'un guerrier éternel. Quand Courland réussit enfin à le trouver, Vulcan refusa d'abord de quitter Caldera. Il avait fait serment, il y avait longtemps de cela, de ne plus jamais laisser ce monde tomber sous les flammes. Il ne partirait pas avant que Caldera soit sauvé. Courland accepta. Ensemble, les forces impériales lancèrent un assaut contre le générateur gravitique qui alimentait la construction de la lune d'attaque. Le combat fut brutal, mais avec Vulcan à leur tête, l'impossible devint possible. Le primarque se jeta littéralement dans le faisceau gravitique qui drainait la planète, un acte qui aurait pulvérisé n'importe quel autre être en atomes. Mais Vulcan endura assez longtemps pour lancer son marteau dans l'épicentre du générateur. L'explosion qui suivit détruisit à la fois la base planétaire et la lune d'attaque en orbite. Quand la fumée se dissipa, Vulcan réapparut, complètement régénéré. Le perpétuel avait tenu sa promesse. Caldera était sauvé. Maintenant, Vulcan était prêt à partir. Mais il avertit Courland que son retour ne serait que temporaire. Il était destiné à une autre guerre, à une autre époque. Pour l'instant, cependant, il guiderait l'Imperium dans sa lutte contre la bête. Le retour du primarque sur Terra fut électrique. Les hauts seigneurs, qui s'étaient opposés à Courland à chaque tournant, furent réduits au silence par la présence pure de Vulcan. C'était un fils de l'empereur lui-même, un demi-dieu de légende qui se tenait devant eux en chair et en os. Vulcan les réprimanda pour leur querelle et leur incompétence, mais ne les purgea pas pour le bien de l'unité. L'Imperium avait besoin de toutes ses forces pour ce qui allait suivre, car maintenant, ils connaissaient la localisation du monde d'origine de la bête. Le Magos Biologie Urquidex
transformé en demi-serviteur par le Mechanicus, pour le faire taire sur leurs expérimentations hérétiques, avec la technologie de téléportation orque, avait révélé la vérité avant que les fists exemplaires ne le secourent de Mars. Le monde d'origine de la bête était Ulanor. Le même Ulanor où Horus avait écrasé le précédent empire Orque-Lors de la Grande Croisade. Le même Ulanor où l'empereur avait élevé Horus au rang de maître de guerre lors du triomphe d'Ulanor. La bête avait choisi ce monde symboliquement, construisant son empire sur les ruines de la défaite passée des orques, à l'endroit exact où l'Imperium avait célébré sa plus grande victoire. Vulcan proclama qu'il mènerait les forces de l'Imperium à Ulanor pour affronter la bête et mettre fin à sa menace une fois pour toutes. Un appel fut lancé à travers la galaxie. Les Ultramarines, les Dark Angels, les Blood Angels, les Space Wolves, tous répondirent. Une coalition massive se forma, la plus grande force impériale rassemblée depuis l'hérésie d'Horus. L'assaut sur Ulanor fut catastrophique dès le début. La planète avait été transformée. Autrefois un monde sauvage conquis par les orques, Ulanor était maintenant une métropole orque, couvrant presque toute sa surface. Des villes organisées, des infrastructures complexes, une civilisation orque, comme la galaxie n'en avait jamais vu. Au centre de tout cela, se trouvait Gorkogrod, la capitale, construite autour d'un temple gargan massif, érigé à l'endroit exact où l'empereur et ses primarques s'étaient rassemblés lors du triomphe d'Ulanor. C'était l'ultime insulte, un monument orque construit sur le site de leur plus grande humiliation. Les forces impériales combattirent avec acharnement à travers les rues de Gorkogrod. La bête ne les affrontait pas directement, les attirant plutôt dans des zones de mort urbaines, où les orques avaient tous les avantages. C'était une stratégie sophistiquée qui ne ressemblait en rien aux tactiques orques habituelles. Finalement, une force de frappe composée de Vulcan et de plusieurs maîtres de chapitre pénétra dans le temple gargan et se retrouva face à face avec la bête elle-même. La créature était colossale, haute de 10 mètres, une masse de muscles verts et de technologie bionique. Et quand elle parla, ce fut en gothique impérial parfait. L'humanité est à genoux, gronda la bête, et je serai sa fin. Le combat qui suivit fut d'une violence inouïe. La bête réduisit le maître de chapitre des Ultramarines en une pulpe sanglante d'un seul coup. Les autres Space Marines tombèrent les uns après les autres. Vulcan ordonna aux survivants de battre en retraite pendant qu'il affrontait seul la monstruosité. Le duel entre le primarque et le boss de guerre fut titanesque. Vulcan plaqua la bête, et tous deux tombèrent dans le générateur d'énergie du temple gargan. Là, le primarque fut imprégné de quantités massives d'énergie WAG, plutôt que d'être consumé par ces énergies, comme n'importe quel autre homme l'aurait été. Vulcan utilisa son essence primordiale et sauvage pour devenir un avec elle et lancer une dernière attaque. Il fracassa Doom Tremor dans le visage de la bête et fit exploser le générateur, provoquant une réaction en chaîne qui détruisit le temple gargan et sembla les oblitérer tous les deux. L'explosion fut visible depuis l'orbite, un champignon de feu et de fureur qui consuma le cœur de Gorkogrod. Avec la bête apparemment morte, la résistance orque sur Ulanor s'effondra. L'expédition impériale mutilée retourna péniblement vers Terra, croyant avoir remporté une victoire décisive. Vulcan fut présumé mort, et Courland déclara que son sacrifice serait à jamais commémoré. Mais la victoire fut de courte durée. La lune d'attaque au-dessus de Terra, longtemps considérée comme inopérante, se réactiva soudainement. Son portail de sous-espace apparemment réparé, d'immenses renforts orques déferlèrent pour renforcer la lune, tandis que la voix de la bête elle-même résonnait sur toutes les fréquences, annonçant qu'elle apporterait le carnage à l'humanité. La bête avait survécu. Et maintenant, elle était en colère. Courland fut contraint de créer une nouvelle force pour combattre cette menace évolutive. Il forma de petites équipes d'élite d'Astarte, tirées de plusieurs chapitres, existant purement sous son commandement, conçues pour traquer et éliminer les leaders orques, ainsi que les cibles stratégiques clés. Ces équipes furent baptisées la Death Watch, en mémoire des frères tombés à Ulanor. Une seconde invasion d'Ulanor fut lancée.
utilisant cette fois un psychère orc, capturé en combinaison avec les dernières sœurs du Silence, survivantes, pour créer un effet WAG inversé, dévastateur. La tentative sembla fonctionner. La bête fut apparemment tuée par le rituel après qu'une force d'exécution, menée par Courland, eut de nouveau atteint son palais. Mais alors qu'il croyait avoir triomphé, une autre bosse de guerre orc apparut, encore plus grande que la précédente. C'est alors que la vérité terrifiante fut révélée. Il n'y avait pas une seule bête, il y en avait 6. 6 orcs primordiaux, chacun un boss de guerre de puissance monstrueuse, commandant sa propre légion de peau verte. La nouvelle bête qui apparut tua Courland d'un seul coup. Le dernier fils de Dorn, le Lord commandant de l'Imperium, celui qui avait rallié l'humanité face à l'extinction, mourut dans les ruines du palais de la bête. Avec lui mourut apparemment le dernier Imperial Fist. La mort de Courland aurait pu briser l'esprit de résistance impériale. Mais Maximus Thane, maître de chapitre des Fists exemplaires, et proche confident de Courland, refusa de laisser l'héritage de son ami mourir avec lui. Thane convoqua une fête des lames improvisée, l'ancien rituel des Imperial Fists, où les champions s'affrontaient dans des duels d'entraînement brutaux. C'est pendant la douleur de la fête qu'il eut une révélation. Comme Rogal Dorn l'avait eu autrefois, avec son gant de douleur magique. Les Imperial Fists pouvaient vivre à travers leurs chapitres successeurs. Thane proposa quelque chose d'audacieux et de radical. Chaque chapitre du dernier mur contribuerait une portion de ses propres forces pour reformer les Imperial Fists. Ce serait un mensonge, bien sûr. Ces nouveaux Imperial Fists ne seraient pas les originaux. Mais ils porteraient le nom, ils porteraient l'armure jaune. Et ils défendraient Terra comme leurs prédécesseurs l'avaient toujours fait. Les hauts seigneurs, désespérés et conscients que l'Imperium avait besoin du symbole que représentaient les Imperial Fists, approuvèrent le plan. En peu de temps, 1000 Battle Brothers furent rassemblés de chaque chapitre, descendants de Dorn, leurs armures repeintes dans la livrée des Imperial Fists. Maximus Thane devint le nouveau maître de chapitre. La vérité sur la destruction du chapitre original à Ardamantois fut gardée secrète des citoyens de Terra, qui se réjouissaient maintenant de voir les défenseurs stoïques de Terra défiler en pleine force. Avec cette nouvelle force et une détermination renouvelée, l'Imperium lança une troisième et dernière invasion du Lanor. Cette fois, ils étaient préparés. Cette fois, ils connaissaient la vérité sur les bêtes multiples. Et cette fois, ils avaient un plan. Les forces impériales utilisèrent la technologie du Mechanicus pour précipiter des astéroïdes sur Ulanor, dont l'un contenait les marines d'assaut. Une bataille massive et désespérée suivit alors que l'avantage oscillait entre les combattants. Mais finalement, l'équipe d'assassinat impérial, utilisant à nouveau le rituel des Sœurs du Silence, avec un psycheur orc capturé, réussit à tuer les bêtes restantes. La tête de l'une des bêtes primordiales, spéculée être la bête des bêtes, explosa grâce au rituel psychique. Avec la mort de leur leader, l'Empire orc s'effondra dans l'infighting et la confusion, exactement comme les stratèges impériaux l'avaient espéré. Ulanor était vaincu. Mais le grand maître des assassins, Drakan Vangorich, devenu Lord Protecteur de Terra, en l'absence de Than, ordonna l'exterminatus de la planète pour effacer son souvenir de l'histoire et empêcher une nouvelle bête de surgir. L'Adeptus Mechanicus, cependant, convoitait les secrets technologiques Xenos d'Ulanor. Le fabricateur général Kubik agit en contravention directe des ordres du Lord Commandant. En utilisant une technologie de téléportation orc récupérée, le Mechanicus téléporta secrètement le monde entier d'Ulanor à travers le Warp vers un nouvel emplacement à la lisière du Segmentum Solar. Ce monde deviendrait plus tard connu sous le nom d'Armageddon. Oui, c'est Armageddon, le monde qui verrait Ghazghkull Mag-Uruk Thraka mener ses propres vagues des millénaires plus tard. Les péchés du passé, cachés et déplacés, reviendraient hanter l'Imperium dans le futur. La guerre de la bête laissa l'Imperium en ruine. Des milliards étaient morts. Des chapitres Space Marines entiers avaient été anéantis.
Les ressources militaires de l'humanité avaient été réduites en lambeaux. Mais l'Imperium avait survécu. Et dans cette survie, il y avait une leçon dure mais vitale. Jamais, jamais sous-estimer les orques. Les peaux vertes n'étaient pas simplement des brutes sauvages. Dans les bonnes circonstances, sous le bon leader, ils pouvaient devenir une menace existentielle égale au chaos lui-même. La complaisance qui avait permis à la bête de construire son empire ne devait plus jamais se reproduire. Mais peut-être la leçon la plus importante fut la découverte que même dans les heures les plus sombres, il y avait de l'espoir. Qu'un seul guerrier comme Courland pouvait faire la différence. Qu'un primarque pouvait revenir des légendes pour sauver son peuple. Que l'unité, même temporaire, était plus forte que la division. L'Imperium du 41e millénaire ne se souviendrait presque pas de la guerre de la bête. Les archives seraient perdues ou supprimées, les leçons oubliées. Mais les Imperial Fists continueraient à monter la garde sur Terra, porteurs inconscients d'un héritage qui avait été brisé et reformé dans le feu de la plus grande invasion orque que la galaxie ait jamais connue. Et quelque part, peut-être, Vulca marchait encore, attendant le moment où l'Imperium aurait à nouveau besoin de lui, car un perpétuel ne meurt jamais vraiment. Il attend simplement sa prochaine guerre. Et voilà pour notre plongée dans la guerre de la bête, mes amis. Si vous avez apprécié cette exploration d'un des conflits les plus catastrophiques et méconnus de l'histoire impériale, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à l'Oracle de Terra pour plus de lore Warhammer. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les archives sombres de la galaxie. Que pensez-vous de la guerre de la bête? Les orques vous semblent-ils plus terrifiants maintenant que vous connaissez leur véritable potentiel? Dites-le moi dans les commentaires. Que l'empereur vous protège. Et à la prochaine pour plus de lore.